Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1159 de One Piece, l'île du destin. Assez intéressant comme chapitre, il y a quelques petites informations qui sont balancées à droite, à gauche. J'avoue que c'est des informations qui sont stylées, pour être honnête, hein, je les ai beaucoup aimées, mais je trouve que c'est un peu en accéléré, j'aurais préféré que Oda développe un peu plus tous ces points qu'il aborde. Pour commencer, lors de ma review précédente, j'avais mis dans la description mon hypothèse comme quoi le père de Shanks et de Shamrock c'était Garling. J'ai eu raison. Donc du coup, Garling, il avait une tête qui ressemblait à Shanks quand il était jeune. Shanks et Shamrock avaient une mère, mais Garling, c'est un peu un petit bâtard, en fait. Il est vraiment dans les ténèbres les plus profonds. C'est vraiment un méchant classique. Il voit ses enfants, il est tout content. Puis ensuite, il parle à la mère de ses enfants. Il dit: Ah, mais je ne pourrai jamais m'installer avec toi, je retourne île natale. Je vais me choisir une nouvelle femme. Je l'ai déjà choisie. C'est le trophée du prochain jeu que je vais faire avec mes camarades Dragon Céleste, avec les saints et les dieux de ce monde à God Valley. Et donc, du coup, il tue sa femme. Et ça, j'avoue que ça m'a choqué en réalité. On n'a pas vu le visage de la femme. Je pensais que c'était pour entretenir le mystère sur les origines de la mère de Shanks. Mais en réalité, c'est juste que Garling, c'est un vrai petit bâtard et qu'il a décidé d'exécuter la mère de Shanks afin de se commander une nouvelle femme qui est Shaki, qui a été kidnappée au début de ce chapitre. Ensuite, autre point intéressant qui a été abordé dans ce chapitre, c'est les origines de Rock J. Xebec, qui s'appelle en réalité Davy J. Xebec. Donc, qui descend du pirate Davy J. Jones, si je dis pas de bêtises dans les noms. Je vais vérifier ça, j'ai pas envie de dire de bêtises. Quand je dis trop de bêtises, ça passe pas. David J. Xebec. Non, ça c'est le nom de. Ouais, David J. Jones. Et j'avais raison. Et donc du coup, ça fait que ça enrichit. Je trouve que ce point, ça enrichit l'univers de One Piece parce que ça, du coup, plus tard, dans le chapitre, il est dit qu'ils ont redécouvert une ancienne civilisation datant de 800 ans, qui sont les Devi. Et la mère de Barbe Noire et la femme de Xebec, du coup, elle est cachée, elle demande. On voit aussi, en fait, c'est ça le truc qui se passe, c'est que, et ça je me rends compte, c'est que Oda il a plein d'idées. En fait, ça fuse dans son esprit en termes d'histoire surtout. Pour les combats, je le trouve moins inspiré, à part pour Lao, mais par contre, Kid, c'était vraiment la déception. Qu'est-ce que je voulais dire? On a Dragon qui participe à la capture d'Octocone. D'Octocone, je crois que c'est ça le mot, qui est complètement là en train de se dire: mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis un soldat de la marine, ce sont juste des citoyens, je devrais pas avoir à faire ça. Ah, mais c'est pas grave, c'est juste des balles anesthésiantes, ça va pas les tuer. Donc on voit les premiers pas de Dragon dans la marine. Reste à voir sa relation qu'il avait avec Garp, hein. Est-ce qu'il y aura un clash Dragon-Garp avant que Dragon décide de devenir un révolutionnaire et de monter son mouvement contre les dragons célestes? Voilà, j'ai trouvé cette partie intéressante du chapitre, même si j'aurais aimé qu'elle soit plus développée. En fait, c'est ça en fait qui fait me dire, c'est que en parallèle de ces superbes idées pour tous ces personnages qu'a Oda, d'autre côté, il sacrifie un peu la narration pour raconter un peu de chaque personnage, et ça fait qu'on se concentre pas assez sur un personnage et on le développe pas assez, alors qu'il y a plein de lore autour de ce personnage qui pourrait être développé, qui pourrait être juste super intéressant à suivre. Voir Dragon dans la marine, faire des missions qui vont à l'encontre de ses principes et le voir petit à petit devenir un révolutionnaire, ce serait super intéressant. Mais Oda a décidé de le glisser dans le flashback de Rock, hein, parce que même si ça démarre de Loki, ce flashback, c'est le flashback de Rock, et d'Harald, et de Shaki, et un peu de Roger. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Mais autre événement assez intéressant, c'est qu'on voit donc du coup Kaido qui réfléchit à prendre le fruit du démon. On connaît la suite, hein, moi je l'ai lu il y a pas longtemps, mais en gros Kuma il va réussir à choper un des fruits du démon qui est le fruit du Kusine, qui lui permet de voyager qui lui permet de dévier toutes les attaques et de se déplacer d'île en île à une vitesse fulgurante. J'avoue que je trouve ça un peu, je trouve que la chronologie qui nous est racontée, je la trouve un peu bizarre. Même si je trouve ça plus pertinent qu'on se soit d'abord concentré sur Kuma avant de se concentrer sur le flashback sur Harald et Rock, et ben je trouve ça dommage parce que en fait il y a toute une chronologie qui est un peu dispatchée à travers les chapitres,
Un coup on est dans le futur, un coup on est dans le passé, un coup on est 39 ans plus tôt, un coup on est 40 ans plus tôt. Et c'est un peu dur de s'y retrouver en termes de chronologie, que même des fois pendant que je lis le chapitre, je doute, mais c'est bien la chasse aux autochtones qu'on a vu dans le flashback de Kuma. Et là où je voulais rebondir, c'est que c'était intéressant, c'est que Davy Dixebek, hein, Rock Dixebek, il aime sa famille. Il a rencontré une femme, il a fait un enfant avec elle il y a 2 ans, et ils sont sur God Valley, son île natale. Du coup, il a décidé de partir sur God Valley afin de sauver sa famille. Dragon rencontre sa famille, et la femme, elle est là en mode ah, s'il vous plaît, aidez mon fils. Alors comment ça va se passer? Est-ce que c'est à cet instant-là, en voyant la chasse aux autochtones, que Dragon va se dire non, mais moi je peux pas être un soldat de la marine, mon père il est dans l'erreur, faut pas être un soldat de la marine, faut changer le gouvernement mondial. Voilà, c'est plein de trucs. En réalité, là il s'est passé plein de trucs, on a des choses à se mettre sous la dent, mais j'avoue que la chronologie qui a été choisie, elle me laisse un peu perplexe, parce que du coup j'ai un peu du mal à m'y retrouver dans les événements. Donc on a une scène avec Ivankov qui planifie déjà son invasion. On a une scène avec Morgan qui demande à ce qu'on achète son silence. Il y a plein de personnages dans One Piece. Mais c'est pour ça que j'aime One Piece en même temps. C'est parce qu'il y a plein de personnages. Mais j'aime bien quand chaque personnage il a son moment à lui. Pas quand c'est juste en mode bref, lui il a fait ça de son côté, lui il fait ça et lui il fait ça. Et du coup ça rend un peu illogique la décision d'Harald. Même si je pense que Harald, il a dû être touché par l'histoire de Xebec concernant sa femme et son enfant. Donc il décide de laisser passer le navire et je crois que son navire se fait tabasser. J'ai une scène en tête avec le navire des géants en feu. Mais voilà, en fait, je trouve ça dommage que Oda, il prenne pas encore plus son temps pour nous raconter ses histoires. Qu'il n'y ait pas une scène avec la mère de Shanks qui est au paradis en mode oh, j'ai épousé un super homme, je lui ai fait des enfants, c'est trop bien. Et Garling qui est là en mode ouais, mais tu es du petit peuple, tu ne m'intéresses guère. Tu vois, c'est un peu trop speedrunné à mon goût, pour qu'on puisse savourer pleinement toutes ces informations. Ensuite, le fait qu'il y ait une nouvelle famille qui apparaisse, la famille des Devi, et je crois, attendez, je vais mettre pause. Enfin bref, ce que je voulais dire, et je viens de relire la fin du chapitre, donc c'était sur le clan Devi, et je pensais qu'il y avait des saints Devi, mais j'ai juste mal lu. Mais on voit bien dans ce chapitre que les dragons célestes, on le savait déjà. En fait, on l'a déjà vu et c'est un peu ça qui est un peu relou dans un sens. C'est que Oda, il insiste en mode les dragons célestes, c'est des bâtards, les dragons célestes, c'est des bâtards, les dragons célestes, c'est des bâtards, les dragons célestes, c'est des bâtards. On a compris Yoda. Ils sont pas gentils, ils sont méchants, ils considèrent pas la vie humaine comme étant importante et ils ne voient que leur intérêt et ils s'amusent à jouer avec les civils. On le sait. On le sait. Même la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'un tel gouvernement peut exister? Parce il a l'appui de la marine, il a l'appui du Cipher Pole, et du coup, ça fait que, qu'il a beaucoup de soldats qui se battent pour eux, mais pourquoi ces soldats acceptent de faire des atrocités? Et c'est ça qui devrait être développé, c'est comment est-ce que le gouvernement mondial arrive à convaincre la marine de se battre pour eux. Parce que la marine se bat quand même pour la justice, mais si une fois tous les 3 ans, ils kidnappent des citoyens des pays non affiliés pour faire un dead game avec eux, et je pense que on devrait peut-être voir un groupe, là je me dis ça là, juste un instant, on devrait peut-être avoir la naissance d'un groupe dans la marine, motivé par Dragon, qui est là en mode non mais là ce qu'on a fait c'est pas juste les gars, c'est pas bien, le gouvernement mondial c'est vraiment des bâtards, on peut pas les suivre, il faut qu'on devienne révolutionnaire. Faudrait les origines du coup en fait ce chapitre il démarre l'origine story de Dragon en tant que soldat de la marine. Mais ce qui serait intéressant de voir maintenant, ce serait l'origine story de comment est-ce qu'il est devenu révolutionnaire. J'espère que ça va pas juste être un flash forward, comme on dit, un saut dans le temps vers l'avant, en mode et après ces événements, Dragon décida de quitter la marine et de devenir révolutionnaire. Parce que ce serait un peu facile de juste faire bref, c'est One Piece. Et si Oda compte sur les hors-séries de One Piece pour développer tous ces points-là, on est vraiment dans la merde. Parce que des hors-séries, ils n'ont pas la patte du scénariste original. Et moi, j'aimerais bien voir Oda prendre plus son temps parce que on approche de la fin du manga. On approche de la fin du manga. Ça va demander encore quelques années. Moi, je pense qu'un abonné m'a dit qu'il pensait que ça durerait encore 5 ans. Moi, je pense que là, il va y avoir l'arc Elbaf. Ensuite, on va avoir un arc avec Shanks, un arc avec l'homme à la cicatrice en feu, et la bataille finale, et sûrement le retour de la Cross Guild et de Barbe Noire. En fait, le truc qu'il y a, c'est que il faut qu'il commence à faire un entonnoir.
Parce que là, en fait, Oda, ce qui se passe, c'est qu'il est en train d'élargir sa panel de personnages. Plein de personnages du Nouveau Monde, plein de personnages avec des ambitions, plein de personnages avec des histoires. Mais au bout d'un moment, ça va bloquer parce que nous, on va s'y perdre. Shakuyaku, par exemple, moi, j'avais pas tilté dès le début que c'était Shaki. Je l'ai compris quand on l'a surnommé Shaki. J'étais là en mode, ah, mais en fait, c'est Shaki, la meuf de Shaun Body qui est avec Riley. Et du coup, voilà, ça fait que avec tous ces personnages-là, on a du mal à s'y retrouver. Après, Dragon, on l'a reconnu parce que Dragon, on a déjà entendu parler de lui. Il a déjà été teasé. Et du coup, là, les autres dragons célestes, on voit bien que c'est des bâtards. Et on le sait que c'est des bâtards. Donc ça sert à rien d'insister dessus. Ce qui serait plutôt intéressant, ce serait peut-être un petit moment entre Harald et Garild, avec Garild qui le transforme en... c'est peut-être Garild hein, qui va transformer Harald en méchant, parce qu'il aura déçu le gouvernement mondial en ne les écoutant pas lorsqu'il leur demandait de faire une mission. Mais il y a déjà des gens encore rejoint la marine, donc il y a des chances pour que le clan d'Harald trouve sa place dans le gouvernement mondial. Mais peut-être que ça va être gâché par Garild qui va dire non mais on veut pas des gens dans le gouvernement mondial. Vous n'avez pas compris, vous êtes juste bon à vous battre et à détruire tout ce qui vous entoure. On ne croit pas que vous êtes digne de rejoindre le gouvernement mondial. Vous n'êtes fait que pour être nos esclaves et nos combattants. Ça, ce serait intéressant, une scène entre Garild et Harald qui mettent bien en place le fait que Garild va devenir un doyen. Parce que dans le présent du manga, Garild remplace Saturne qui a échoué dans sa mission sur Egghead. Et donc du coup, comment est-ce que Garild a gagné autant de renommée au sein des Dragons Célestes? Est-ce qu'il était trop fort? Est-ce qu'il gagnait toutes les chasses? Grosse question qu'on se pose. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Shaki du coup? Est-ce que Shaki, pendant un moment, elle va pas être la femme de Garild? Parce que la question que je me posais avant de lire ce chapitre, parce qu'on a vu l'histoire d'amour entre Shaki et Riley, vraiment speedrun, là pareil, hein, pas développé du tout, et je trouve ça dommage. Shaki qui attendait que Riley vienne la chercher, et je me suis demandé, est-ce qu'ils ont eu un enfant? Je me suis dit, est-ce que Riley et Shaki ont eu un enfant? Ou est-ce que Riley est, comment on appelle ça déjà? C'est quoi le mot infertilité? Est-ce qu'il a de la fertilité, Riley? Est-ce qu'il est capable de faire un enfant? Est-ce qu'il n'est pas stérile? Voilà, et donc du coup, voilà, tous ces personnages-là, moi je les trouve super intéressants, que ce soit Harald, que ce soit David Zebek, que ce soit Gold Roger, que ce soit Riley, que ce soit Shaki, que ce soit Morgan le journaliste, que ce soit Marshall Littich, le Barbe Noire, que ce soit la femme de Rock Zebek, tous ces personnages-là sont super intéressants et j'aimerais qu'ils soient développés. Là, ce qui est développé, c'est le rôle des dragons célestes auprès des autres citoyens. Le fait que les dragons célestes s'amusent avec les humains, on l'avait déjà vu dans le flashback de Kuma, donc c'était pas spécialement nécessaire d'insister sur, sur le fait que ce soit des bâtards. On le sait depuis Shaun Body, on le sait, on les a vus mettre en esclave Kuma, on les a vus vouloir capturer Shirahoshi, la princesse de l'île des hommes poissons. On les a vus faire des trucs de bâtards. On l'a compris que ce sont des bâtards. Donc il faudrait que Oda il passe à autre chose dans sa narration, quitte à se concentrer sur quelque chose, qui se concentre sur ce que font les dragons célestes de mal, qui nous montrent le mal qu'ils font, pas juste qui nous dit ils sont mauvais, ils essayent de faire un truc méchant, il y a quelqu'un qui les en empêche, du coup ils deviennent l'ennemi du gouvernement mondial. Faudrait développer ça, faudrait les voir faire du mal pour de bon. Enfin, là, les prochains chapitres, je ne m'attends pas à ça. Je pense que Oda va plutôt se concentrer sur David Jones, sur David Jigzebek et sur God Roger qui unissent leurs forces pour envahir God Valley. Parce qu'on l'a vu, ils ont réussi à God Valley à empêcher le jeu et à sûrement sauver Shaki. Mais en même temps, j'avoue que je trouve ça dommage. Parce qu'en fait, je trouve ça vraiment dommage. Je vous le dis sincèrement. One Piece, c'est un manga que j'adore. J'ai eu une période où j'aimais moins le manga parce que j'étais pas trop d'accord avec l'échelle de puissance qu'avait défini Oda parce que je m'attendais quand j'ai vu qu'ils galéraient contre les Séraphins, j'étais là en mode ouais mais non mais ils ont battu Kaido en fait. Donc du coup les Séraphins ils peuvent pas être plus forts que Kaido. Peu importe ce qu'ils trouvent comme excuse pour les rendre plus endurants, les Séraphins ne peuvent pas être plus forts que Kaido. Et donc du coup j'étais un peu en colère parce que je trouvais que Oda
il respectait pas ses abonnés parce que il y a plein de trucs, plein d'éléments qui sont super intéressants qui ont été ellipsés. Je veux dire, York, on l'a pas vu. Le combat contre York à Egged, contre les Séraphins, on a juste eu une ellipse en mode les Mugiwara, ils ont gagné, ils ont capturé York et si vous voulez la récupérer, il faut nous écouter. Mais par contre, ce que j'ai kiffé, c'était les 5 doyens. Les 5 doyens, leur forme démoniaque, leur puissance. Et ça m'a fait me dire, ok, moi qui me disais dans One Piece après Kaido, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir après Kaido qui fasse monter la sauce? Oda, il a trouvé la réponse avec le gouvernement mondial, les 5 doyens, les chevaliers divins. Et donc, du coup, ça fait des ennemis de taille. Mais je reviens à ce que je disais sur l'entonnoir. Il a élargi sa panel de personnages actifs dans l'histoire de One Piece. Et il faudrait qu'il commence à rétrécir et qu'il apporte des fins à la narration de chaque personnage. Une fin à la narration de Mihawk, que ce soit par un combat contre Zoro, même si je pense que ça, ce sera vraiment pour la fin des fins. Un dénouement pour Crocodile, un dénouement pour Baggy, un dénouement pour Shanks. À la fin d'un manga, faut apporter, à la fin d'une histoire, faut apporter une conclusion aux arcs narratifs des personnages. Faut pas juste les présenter, dire ah ouais, lui il est stylé, ah, lui il est stylé, lui il est fort, et lui il était avec Roger, et lui il était avec Rock Dick Zebek. Ils étaient trop forts, ils étaient trop forts, ils étaient trop forts. Le truc que je me disais en réalité, c'est que j'ai grandi depuis One Piece. J'ai vraiment commencé à suivre ça. Je regardais les épisodes sur MCM qui passaient de temps en temps. Ensuite, j'ai découvert Naruto en pensant que c'était One Piece. Hein, j'étais un gamin, j'avais 8 ans. J'ai pas su faire la différence. Parce que c'était un manga que je regardais que à la télé, puis j'ai lu le premier tome de Naruto, ça m'a plu, donc j'ai acheté Naruto, puis ensuite j'ai eu 12 ans, j'ai trouvé un site de streaming, j'ai regardé tous les épisodes de One Piece, après j'étais à jour au niveau des chapitres, après j'ai fait des pauses, après j'ai patati patata, enfin bref, on s'en fout. Mais tous ces personnages, à chaque fois dans One Piece, il y avait toujours une conclusion à chaque personnage qui était mis en avant, que ce soit Mister One, que ce soit Mister Tree, que ce soit Mister Two, que ce soit, je sais pas moi, Moria. Tous ces personnages-là, ils avaient une conclusion. Et là, ce qui me fait un peu peur, c'est que les conclusions soient décevantes et que Oda fasse une fin. Alors, je pense qu'on va atterrir vers une fin ouverte. En mode Luffy est devenu le roi des pirates et son aventure continue pour qu'on ait un One Piece GT, un One Piece Super, la suite de One Piece. Les mecs, ils vont pas abandonner la licence. Ils vont vouloir faire une suite. Et je trouve ça, et j'espère que Oda il va savoir séparer One Piece des projets qui va être autour. En fait, ça, One Piece, ça va demander plein de spin-off. Il y a plein de potentiels d'histoires à raconter, que ce soit l'histoire de Dragon et que ce soit même l'histoire de Law et de Ace qui sont sortis en livre. Il y a plein d'histoires qui peuvent nous être racontées. Mais One Piece, c'était avant tout de la morale. Là, pour être honnête, je vois pas où est la morale. Quand Harald et Xebec discutent, Harald, il est là en mode, je veux rejoindre le gouvernement mondial, donc je dois t'arrêter. Xebec, il lui explique, ouais, mais j'ai des gosses et une femme que je dois les sauver, c'est du destin, c'est il m'appelle, il faut que j'y aille. Harald qui le laisse passer. Donc du coup, Harald, il va foirer sa mission de rejoindre le gouvernement mondial, de toute façon, on le sait. Mais il va pas abandonner son rêve pour autant et sa détermination à faire de Erbaf une île pacifiste va continuer dans le temps avec juste Loki qui sera contre et qui sera en mode non, mais on est fait pour faire la guerre. Et peut-être du coup développer un peu cette opposition, voir Loki grandir et s'opposer à son père en mode toi tu veux la paix, mais eux ils ne veulent pas de nous, ils ne nous respectent pas. Regarde, ta femme avant c'était une esclave. Enfin bref, c'était pas une esclave, hein, c'était une attraction pour les touristes et elle aimait sa vie. Hein, elle trouvait que c'était les seuls qui l'avaient accepté. Mais bref, voilà. Donc du coup, moi, le point qui m'a le plus choqué en réalité, là où je me suis vraiment dit ok c'est un méchant, c'est Garling qui tue la mère de Shanks et de Shamrock. Et du coup, la question que je me pose, c'est comment est-ce que Shamrock et Shanks vont accueillir cette nouvelle? Est-ce que Garling, il va les éduquer lui-même? Ou est-ce qu'ils vont être éduqués, je sais pas, par des professeurs, par d'autres dragons célestes? Est-ce que Garling, il sera pas trop là en mode, ouais, mais non, mais je suis le plus puissant chevalier divin, je n'ai pas que ça à faire de m'occuper des enfants. Bref, et qui était la mère de Shanks? Est-ce que c'était une race de One Piece, les Roukini super? Là, j'improvise, hein, j'ai rien contre les roues, mais c'est pour dire que est-ce que le fait qu'il y ait des roues, ce soit pas la preuve qu'il y a une espèce dans One Piece qui a les cheveux comme roux, même si c'est un peu comme dans Naruto. Moi, je vois pas le mal de choper cette idée pour dire que Shanks, il a encore quelque chose de spécial. Il appartient à une civilisation presque éteinte. Ça pourrait être intéressant.
et voir comment est-ce que Roger il va recruter Shanks. Mais ce que je disais sur cette panel de personnages, qu'il y a même dans le flashback, il y a plein de personnages qu'il faut développer, mais il faut que Oda il prenne son temps pour nous raconter tout ça. Faut pas qu'il se presse parce qu'il a vite envie de finir son manga, même si ce serait dommage qu'il meure avant de finir One Piece. Hein. Je pense que ce serait le plus grand drame du monde des mangas, que Oda ne survive pas à la vieillesse et à et ses problèmes, parce qu'il a eu des problèmes de santé Oda. Hein. Donc j'espère qu'il a balancé la fin à ses assistants et qu'on aura droit à une fin à One Piece. Voilà, voilà, voilà. Je vois pas quoi dire de plus pour être honnête. J'ai pas trop d'autres choses à raconter. Je vais rejeter le chapitre pour voir s'il n'y a pas des points que je pourrais aborder. Oui, un point sur lequel je voulais revenir. Alors, du coup, c'est la mini-aventure de Yamato. J'en ai pas parlé dans cette review. Donc là, elle continue son pèlerinage. Elle retourne à la capitale en ayant mangé des pommes. Donc, elle a bientôt fini son pèlerinage. Mais elle est accompagnée d'anciens membres de l'équipage des 100 bêtes qui ont décidé de la suivre parce qu'elle les a sauvés. Et donc du coup, est-ce que Yamato va pas revenir avec toute une clique de personnages, avec quelques personnages en plus qui seront prêts à se battre aux côtés de Luffy? Après voilà, je vous avoue qu'il y a certains personnages, des fois je comprends pas pourquoi est-ce que Oda il mise sur certains personnages plus que d'autres qui sont qui seraient plus intéressants. Je veux dire, peut-être voir une petite scène parce qu'à la fin de Dressrosa, je me rappelle, il y avait Doflamingo qui avait été capturé par la marine et qui faisait un speech sur le fait que la Grande Guerre, elle avait déjà commencé. Ça pourrait être intéressant de savoir si Kaido et Big Mom ils s'en sont sortis parce qu'ils étaient sous la terre dans la lave. Après c'est One Piece, hein, ils peuvent sûrement boire de la lave hein, s'ils en ont envie. Mais du coup, ouais, Yamato qui recrute plus des soldats avant de rejoindre Luffy. Mais j'ai pas oublié cette hypothèse que m'a partagé un abonné, je crois que c'était Arthur, qui disait qu'il lui s'attendait à ce qu'à la fin de la mini-aventure de Yamato, il y ait l'attaque de Barbe Noire sur l'île de Wano Kuni afin de récupérer Pluton. Voilà, voilà, voilà. Donc du coup, j'ai plus grand-chose à raconter. Écoutez, c'était un chapitre que j'ai trouvé plutôt sympa, pour être honnête. J'ai bien aimé le lire. J'ai pas regardé les autres reviews de mes concurrents. Ils ont volé mon travail. Ils volent mon travail. Ouais, autre chose que je voulais dire, ouais, bah du coup, n'oubliez pas le like. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager la vidéo. Si vous avez des hypothèses, des idées, n'hésitez pas à le dire. Et juste les gars, moi je vois pas de quel livre vous parlez. Quand vous me parlez du Gunko, je ne vois pas, j'ai pas souvenir d'avoir vu Imu prendre un livre et utiliser des sorts magiques pour s'en servir. Pour moi, Imu, elle a mangé le fruit du sang qui lui permet d'avoir des pouvoirs de démonologue. Voilà, c'est tout. Pas de plus d'hypothèses à raconter. Voir comment est-ce que, comment il s'appelle, Edward Newgate, Barbe Blanche, il va recruter Teach dans son équipage. Est-ce que ce serait pas le début de la fin pour Rock, qui va potentiellement... qu'est-ce qu'il pourrait faire Rock qui attire les flammes du gouvernement mondial? Parce que l'île des pirates, elle existe depuis un moment, et une seule fois, le Shiver Paul est venu capturer Shaki, mais y a pas eu d'attaque contre l'île des pirates, il n'y a pas eu de Buster Call, il n'y a pas eu... y a rien eu. Donc qu'est-ce que Rock pourrait faire pour s'attirer la rancune du gouvernement mondial? Est-ce que c'est pas justement peut-être lié au fruit du dragon? Je balance l'hypothèse comme ça, j'ai réfléchi en même temps que je vous parle. Parce que Kaido il va manger le fruit du dragon, on le sait. Donc du coup, Rock Zebek va récupérer le fruit du dragon. Est-ce que ça aurait pas été peut-être un truc du style un kidnapping? C'est-à-dire que ils interviennent pendant les jeux, ils sont en train les dragons célestes sont en train de faire leur jeu de chasse, et Rock Zebek il décide de capturer un dragon céleste. Et donc du coup, Garp et Roger s'allient avec une décision déchirante pour Roger. Je sais pas, je sais pas. Je préfère arrêter la réflexion ici parce que pour être honnête, j'ai pas vraiment d'idée. Mais je verrais bien, pour être honnête, ce que je trouverais stylé, ce serait que Garling soit capturé et que ce soit ça qui ait attiré Roger et Garp pour vaincre Rock. Voilà, on va arrêter la review ici, j'ai plus rien à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous l'ai déjà dit, n'oubliez pas le like, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager. Et surtout, n'hésitez pas dans les commentaires à balancer vos hypothèses. Hein. Avant, sur ma chaîne, on faisait ça et je lisais tous les commentaires. J'avais même un concept de vidéo où je lisais tous les commentaires de ma chaîne avec toutes les hypothèses, tous les avis et j'y répondais. Enfin bref, ça m'a fait plaisir de vous faire cette review, je suis content de l'avoir fait. C'était un bon chapitre. Après, voilà, pour être honnête, moi j'ai trouvé que c'est un chapitre assez bon, ça avance.
ça avance, on évolue dans l'histoire. Contrairement au chapitre précédent qui me donnait le sentiment de stagner un peu, le 1158, là celui-là, le 1159, avec son lot de révélations et les événements qu'il nous a montrés, je l'ai trouvé assez stylé. Et donc du coup, pour le 1060, bah, je m'attends à voir l'intervention de Rock et de Rogers à God Valley. Enfin bref, sur ce, c'était Riger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Prenez soin de vous, tchuss!